diagrams are weird. How much time do I have? No, I know. Give me the values. We can change online. Oh, no, that's not. Yeah, there's just a couple of textual ones. Yes. Next week? Oh, God, no. I call it at the end of tomorrow. But the one might take seconds. There's a diagram. Before Monday could be. Yeah, I've got to talk to Sosray. Okay. Because we're in the middle of quite a major change. But even so, it doesn't change that much. It's just the lines of responsibility because you have Sosray is sort of sitting on it. Yes. And I'll sort it. On y va? Ok. Ok. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous reprenons nos travaux. Je remarque que vous n'avez pas encore tous et toutes retrouvé forcément vos voisins ou vos voisines, mais rassurez-vous, ils sont en train d'arriver paisiblement. Cet après-midi, nous allons bien sûr tirer tous les enseignements des acquis du projet CAMIS et réfléchir aux évolutions des coopérations maritimes transfrontalières. Mais d'abord, j'aimerais que nous zoomions sur l'un des très grands enjeux de ces coopérations. Nous l'avons évoqué ce matin à plusieurs reprises, c'est celui de la sécurité maritime, avec en particulier la gestion des pollutions par les collectivités concernées. J'ai à mes côtés Sophie Baé, qui est la directrice de Vigipol. Madame, soyez la bienvenue. Et nous voudrions avoir votre regard sur l'importance, évidemment, des risques pollution maritime en Manche et surtout les réponses à apporter à ces risques, notamment dans le cadre du projet CAMIS. Nous vous écoutons, madame. Oui, bonjour à tous. J'ai la tâche ingrate de vous tenir en éveil et intéressé en tout début de session. Je serai brève, puisque l'objet de mon propos va être de vous donner envie de lire l'étude, le petit document de sensibilisation que vous avez reçu dans vos pochettes ce matin, et puis de vous ouvrir un petit peu aux thématiques qui vont être abordées dans la table ronde qui vont suivre. Voilà, donc je vais être la mise en bouche de l'après-midi et je vais vous présenter donc ce document de sensibilisation qu'on a souhaité faire au sein du groupe de travail sécurité maritime du projet CAMIS pour sensibiliser les élus, pour leur faire comprendre que le risque de pollution maritime n'est pas l'affaire uniquement des services de l'État, n'est pas l'affaire uniquement des gens qui sont en mer, mais concerne aussi chacun d'entre nous. Donc, première question, la sécurité maritime en Manche, est-ce que c'est l'affaire des collectivités locales? Alors, il faut regarder les faits, et on voit tout de suite que c'est une hypothèse non seulement qui n'est pas probable, mais qui est aussi possible et avérée en de maintes reprises. Le premier exemple, on va remonter un petit peu loin dans l'histoire, mais c'est la première grande marée noire des temps, en 1967, le Torrey Canyon, qui est l'exemple le meilleur de pollution transmanche, si j'ose dire. Puisque, en effet, ce pétrolier s'était échoué au sud-ouest de l'Angleterre, sur les côtes de Cornouailles, et la moitié de la pollution, de manière très équitable, est venue sur les côtes anglaises et l'autre moitié sur les côtes françaises. Preuve que tout ce qui se déverse dans la mer peut toucher indépendamment d'un côté et de l'autre. Et puis, plus récemment, nous avons eu l'accident du MSC Flaminia, donc c'était l'été, non pas le précédent, mais celui d'avant, en 2012. Donc c'est ce bateau qui a eu un incendie majeur, plusieurs explosions, donc alors qu'il était dans l'Atlantique Nord, à une distance encore éloignée des côtes françaises et anglaises, mais qui a brûlé pendant plus d'un mois. Le feu n'a pas pu être maîtrisé pendant longtemps. Et il a posé tout un tas de questions sur ce qu'il devait faire pour accueillir ce navire ou non, le remorquer, le mettre en sécurité. Et il a ouvert le champ à de nombreuses réflexions sur la question de ces porte-conteneurs. Donc, deuxième question, est-ce que dans ces accidents qui sont possibles et qui arrivent, est-ce que les collectivités locales ont un rôle à jouer? La réponse est oui aussi. Alors certes, l'action sur la gestion de l'événement en mer va relever des autorités maritimes, les Coast Guard d'un côté, la préfecture maritime de l'autre,
Mais ensuite, à terre, les collectivités vont être directement impactées. Les maires des communes savent bien que quand il y a quelque chose qui arrive sur le littoral, ils sont les premiers informés et que tout le monde trouve leur numéro rapidement. Donc à terre, ça va être aussi les services de l'État qui vont être fortement impactés quand il y a une grande pollution, mais aussi tout l'échelon des collectivités, en particulier les communes, et puis les départements, les régions côté français et aussi les comtés côté britannique. Alors si on rentre dans l'intervention en elle-même, je vais rapidement vous rappeler quels étaient les objectifs de ce document que nous avons produit dans le cadre du groupe de travail, les conditions de sa réalisation, et puis ensuite je prendrai les 5 parties de l'étude qui sont déjà un état des lieux de ce risque, de quoi on parle quand on dit qu'il y a un risque de pollution maritime dans la Manche, pourquoi la Manche est-elle une zone à risque, quels sont les enjeux menacés en cas de pollution, quelles sont les réponses apportées en cas de pollution, et puis une dimension un petit peu plus prospective sur les risques d'aujourd'hui et les risques de demain. Donc vous vous doutez bien que pour tout ça, en moins d'un quart d'heure, je vais faire vite. Donc les objectifs de cette étude, ça partait de ce constat qu'on avait une insuffisante prise en compte du risque, surtout à terre. C'est-à-dire que les marins ont bien conscience de ce qui peut se passer sur l'eau et qu'il faut s'y préparer. À terre, les autorités ont un petit peu plus de mal à se projeter dans ce type d'événement, surtout tant qu'elles n'y ont pas été préparées. Il y a également une faible conscience, on va dire, des risques spécifiques à l'espace Manche. Nous sommes quand même dans un bras de mer très étroit, avec plus de 20% du trafic maritime mondial qui y passe. Et donc, il y a des particularités au niveau des conditions de navigation, au niveau de la nature du trafic, qui peut se présenter. Ensuite, on voit souvent que dans les plans de secours pour se préparer à gérer ce type de pollution, principalement à terre, on reste encore centré sur les hydrocarbures, puisque historiquement, c'est celles qui nous ont le plus marqués, mais on n'oubliera pas aussi les autres types de produits dangereux que sont les produits chimiques. Et puis, on peut avoir tout un tas de choses diverses et variées à gérer. Alors, c'est certes moins grave en termes de conséquences qu'une pollution, qu'une grande marée noire, par exemple, mais ça va emmener des contraintes de gestion importantes aussi. Donc l'objectif, c'était de sensibiliser les acteurs, je le répète, en particulier les collectivités, pour vraiment qu'elles aient le désir de se préparer. Donc cette étude a été réalisée avec des contributions des membres du groupe de travail sécurité maritime et donc coordonnée par moi-même à Vigipol. Donc, j'emploie le terme un petit peu à tort d'étude. On n'a justement pas voulu que ce soit une étude. On n'a pas voulu que ce soit un rapport de plus long et qui ne soit pas forcément lu. On a choisi un format très resserré. Il y a 28 pages en tout. Et on a choisi de traiter un terme par planche, par page. Donc, vous verrez, pour pouvoir justement avoir l'éclairage essentiel sur tel ou tel aspect du problème. Donc, entrons dans cette étude. Vous pouvez la feuilleter en même temps que vous m'écoutez. Donc, déjà, dans l'état des lieux, quels sont les risques induits par le trafic maritime? Donc, il y a déjà le risque pour le navire lui-même. Il peut y avoir un incendie, une explosion, une avarie majeure, un échouement, une collision, qui va mettre en danger donc l'équipage et aussi entraîner soit une perte de cargaison, soit une perte du navire en lui-même. Ensuite, notre navire, qui va connaître un accident, va entrer en interaction avec son environnement. On peut penser à ce titre aux conditions météo, par exemple, qui vont aggraver une avarie. Et puis, interaction également avec les autres activités en mer et à terre. On va avoir peut-être des collisions avec des bateaux de pêche, ce qui arrive malheureusement assez fréquemment. À terre aussi, une fois que la pollution est survenue, on peut avoir un blocage d'un port temporaire, on peut avoir des activités de plaisance qui vont être entravées. Donc ça, cette carte va recenser tous les accidents maritimes qui sont survenus dans la Manche sur une période de 50 ans. On voit déjà qu'il n'y a pas beaucoup de zones de la Manche qui est épargnée et que alors les différentes couleurs en fait représentent les décennies. On part le rouge, c'est les années 60, le orange, les années 70, le jaune, les années 80, bleu ciel 90 et bleu foncé, les années 2000. Donc, toute la Manche est couverte et on voit qu'au fur et à mesure
des périodes, ça évolue aussi dans la localisation. Il y a des zones qui sont plus propices aux accidents que d'autres. On citera évidemment le détroit du Pas-de-Calais, qui est bien dense, aussi l'ouest des îles anglo-normandes et la pointe de la Bretagne en particulier, ainsi que l'entrée des grands ports. Donc s'il faut savoir, je reste un petit peu sur cette carte, c'est que tous ces accidents maritimes, il y en a 377, ce qui fait une moyenne de 7 par an. Donc c'est quand même pas négligeable. Fort heureusement, tous ces accidents n'occasionnent pas des déversements de polluants, hein, puisque sur ces 377, il n'y en a que 112 ou déjà 112 qui ont causé un déversement, que ce soit de produits chimiques, de produits pétroliers, de substances inertes et de substances radioactives pour l'un d'entre eux. Mais donc non seulement tous les accidents ne génèrent pas des pollutions, toutes les pollutions ne sont pas dangereuses non plus. Et troisièmement, toutes les pollutions n'arrivent pas à la côte. Les territoires qui ont déjà eu à gérer des pollutions trouveront que ça arrive bien assez souvent, mais beaucoup de ces pollutions sont soit diluées en mer ou évaporées pour certaines. Alors pourquoi la Manche est-elle une zone à risque? Parce que c'est une zone très dense en termes d'activité maritime. En 2011, on a dénombré plus de 320 millions de tonnes de produits dangereux qui ont été donc déclarés au Cross-Jobourg, c'est-à-dire qui ont transité par le DST des Casquets, au nord du Cotentin. Et vous voyez donc représenté sur cette carte, je vous laisserai la regarder plus en détail, mais l'ensemble des ports, on évoquait ce matin les ports de plaisance, mais viennent s'y ajouter tous les ports de commerce, les ports de passagers, les ports de pêche également. Avec un grand nombre de ferries, donc on voit ce trafic est-ouest qui va traverser la Manche, qui est le gros du flux, mais aussi tout un tas de petits trafics traversiers, notamment les lignes de ferries, qui viennent croiser particulièrement ce trafic principal, donc augmentant le risque de collision. Et puis, non seulement on a ce trafic qui passe, mais on a aussi des littoraux qui concentrent un grand nombre d'activités et des échanges entre les activités terrestres et maritimes. Donc ce schéma synthétise un petit peu les différentes activités qu'on peut avoir, à la fois en partant du front de mer, les zones industrielles, les ports de commerce, les ports ferries, le trafic maritime, les loisirs nautiques, les énergies marines renouvelables, mais aussi les zones de protection, hein, les zones protégées, la conquiculture, la pêche à pied, le sentier et les espaces protégés. Donc on voit bien que ce sont des espaces, des écosystèmes qui fonctionnent ensemble, et quand on a une perturbation de cet écosystème, on a des répercussions à tous les niveaux. Donc quels sont maintenant les enjeux menacés en cas de pollution? Il y a déjà la mise en danger de la vie humaine. La première menace concerne évidemment l'équipage. Si vous avez une explosion ou un incendie sur le navire, c'est les marins qui, en premier lieu, vont pouvoir être menacés. Mais aussi, rappelons-nous, il y a le danger pour le navire lui-même, pour l'interaction avec les autres activités. Il va pouvoir y avoir, admettons, si on va reprendre l'exemple d'une explosion et d'un incendie sur un navire, avec dégagement de fumée toxique. Si vous avez d'autres navires qui croisent, ce qui est très fréquent dans la Manche à proximité, vous allez pouvoir avoir une interaction avec l'autre navire qui pourrait être intoxiqué également. Et puis aussi, il y a la mise en danger des populations riveraines. Si vous avez donc soit une émanation toxique, une explosion ou un échauffement de produits dangereux qui se passent à la côte, les habitants de cette portion littorale vont être aussi mis en danger. Plus classiquement, quand on pense à une pollution, on a en tête les atteintes à l'environnement, donc ça je ne vais pas m'appesantir dessus, ainsi que les conséquences économiques. Donc conséquences économiques, puisque nombre d'activités bordent le littoral de la Manche. Donc là, vous voyez, donc non seulement ce sont des espaces qui sont densément peuplés, les ports, les multiples ports, on les a déjà vus, il y a aussi beaucoup d'industries chimiques. Et là, vous avez aussi un risque d'effet domino. Si vous avez une explosion toujours dans une zone d'attente d'un port, vous pouvez avoir un effet domino sur le complexe industriel-portuaire en arrière. Donc, venons-en maintenant aux réponses apportées en cas de pollution. Donc, il y a 3 niveaux. Il va y avoir déjà le cadre international et européen qui va définir de grandes règles de la navigation maritime et des règles de sûreté et de sécurité pour canaliser cette navigation.
Nous sommes dans la Manche et nous avons donc des règles particulières, donc notamment les dispositifs de séparation du trafic, les 3 DST, celui d'Ouessant, des Casquets et du Pas-de-Calais, qui vont donc canaliser le trafic maritime autour de ces grands axes. Ensuite, deuxième niveau, nous avons aussi cet espace particulier à gérer qui est régi par un accord bilatéral entre autorités françaises et britanniques, le Manche-Plan, qui est une émanation de l'accord de Bonn, et donc qui va aussi définir des règles de concertation et de coopération entre les autorités maritimes françaises et britanniques en cas d'événement de mer. Donc ce Manche-Plan existe depuis plus de 45 ans et donc a fait ses preuves et permis d'éviter de grand nombre d'accidents et aussi de gérer au mieux des pollutions comme celle du Napoli qui ont concerné les 2 rives de la Manche. Donc très rapidement, pour vous présenter comment fonctionne la gestion d'une pollution en France, donc le 3e niveau, on a vu le niveau international européen, le niveau de la Manche, et puis le 3e niveau, c'est celui des États respectivement impliqués. Donc en France, on a une gestion en mer qui est assurée donc, par le préfet maritime, qui va coordonner les différents moyens en mer pour conduire toutes les opérations de sauvetage et de lutte contre la pollution. Et puis à terre, vous allez avoir une répartition conjointe entre le préfet de département et les maires qui vont donc diriger les opérations de secours en fonction de l'ampleur de la pollution. Côté britannique, donc là nous avons un personnage particulier qui est le SOSREP qui va être le pivot en fait de la décision en cas d'accident maritime pour prendre toutes les décisions relatives à la gestion de l'événement de mer. Il va ensuite y avoir donc les Coast Guard qui vont gérer la partie maritime des opérations. Et puis à terre, comme en France, on va avoir une échelle graduée en fonction de la gravité de la pollution, que ce soit donc les districts qui vont gérer les pollutions de moindre ampleur, puis les comtés qui vont prendre la relève pour les pollutions un petit peu plus sérieuses. Et quand les moyens des comtés vont être dépassés, il va y avoir le niveau national, le National Contingency Plan, qui va pouvoir être activé aussi. Voilà. Donc pour finir, quels sont les risques aujourd'hui et comment cela va-t-il évoluer dans les années à venir? Globalement, on se rend compte que tous les risques qui sont présents aujourd'hui vont demeurer. Si je vous parle de perte de cargaison, si je vous parle de risque de collision dans la Manche, tout ça va durer et ne pas beaucoup changer. On estime que 80% des accidents de mer ont un lien avec le facteur humain. Donc ça, c'est des choses qui vont perdurer, même si on essaye au niveau de la Commission européenne, il y a des initiatives pour essayer d'améliorer un petit peu les choses en ce sens. Mais globalement, les risques vont rester les mêmes. À la différence près qu'on voit se profiler de nouvelles catégories de navires, ces porte-conteneurs géants, qui vont entraîner un changement d'échelle. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient être maîtrisables sur un porte-conteneur de taille classique va pouvoir devenir beaucoup plus difficilement maîtrisable sur un porte-conteneur géant. Donc vous avez sous les yeux ce petit schéma donc, qui était le dessin produit par CMA-CGM pour présenter son Marco Polo, le porte-conteneur géant qu'il a sorti il y a près d'1 an. Donc il y a une capacité de 16 000 EVP, donc c'est la taille standard des conteneurs. Et ils avaient eu la bonne idée de mettre en filigrane un petit peu d'autres types d'embarcations pour qu'on ait une idée un petit peu de la taille de ces navires. Donc ils avaient mis une voiture qu'on voit à peine, puisque le bateau en lui-même fait 400 mètres, un Smirmor qui est aussi tout petit, un Airbus à 380 qu'on commence à voir un petit peu se profiler, le Queen Mary et le porte-avions Charles de Gaulle. Et nous, dans l'étude, on a aussi rajouté le remorqueur Abeille Liberté, tout ça à l'échelle évidemment, pour que vous puissiez voir donc un petit peu le rapport de force entre ces porte-conteneurs géants et les remorqueurs qui sont censés leur porter assistance en cas d'accident. Donc une question qui peut venir suite à ce constat, c'est est-ce que nous sommes prêts pour affronter ces risques? Alors, on voit qu'on a encore un grand travail à faire et c'est ce que nous espérons au travers de l'étude CAMIS, mais aussi c'est notre rôle à Vigipol, d'améliorer cette perception du risque qui est encore souvent erronée
puisqu'on entend régulièrement des messages d'élus, de gens qui pourtant devraient être concernés par ces sujets, se dire on n'a jamais eu de pollution, donc on n'en aura pas. Ou au contraire, on en a eu, mais il y a longtemps. Maintenant, c'est beaucoup plus sûr, on n'a plus de risques. Et du coup, ces messages qui peuvent porter à sourire et paraître inoffensifs vont avoir des répercussions sur les moyens qui vont être mis à disposition pour se préparer à lutter à ce type d'événement. Donc, il y a aussi, en parallèle de cette mauvaise perception du risque, des initiatives qui sont intéressantes. Et là, je ne ferai que les évoquer puisque ça va être l'objet de la table ronde. Donc, il y a le Coastal Special Interest Group de la Local Government Association, Vigipol, dont je fais partie, aussi un réseau pollution marine et littoral du Conservatoire du littoral en Normandie, des formations État-collectivité, des exercices Manchex. Donc ça sera l'objet du débat qui suivra juste après. Et puis, pour finir, quelles sont nos propositions? Ce sera la dernière page donc, du rapport. Donc nous avons signé, je reviens sur quelque chose, une autre débouchée du groupe de travail sécurité maritime, ça a été la ratification, on va dire, d'une déclaration franco-britannique le 20 mars dernier à Caen sur justement l'engagement des collectivités littorales de la Manche pour se préparer et être conscientes du risque qui les menace. Donc cette déclaration a été signée. Vous l'avez également dans vos pochettes. Vous verrez qu'un grand nombre de collectivités de la Manche a signé cette déclaration. Elle formulait 6 propositions, donc qui sont les mêmes que vous retrouverez dans le document. Une première proposition, c'est de faire du lobbying pour défendre les intérêts particuliers des collectivités locales, pour que leur point de vue et aussi leurs besoins soient pris en compte dans la gestion de ces événements. Un deuxième axe qui est de poursuivre les études engagées pour analyser le risque et continuer de se préparer au mieux. Troisième axe, informer et sensibiliser les élus. Quatrième axe, former aussi. Au-delà de l'information, il y a vraiment un besoin de formation pour avoir les bons réflexes quand une pollution survient. Donc former les élus et les personnels des collectivités concernées. Cinquièmement, améliorer les échanges et la complémentarité entre État et collectivités locales. On a vu qu'au travers de ce projet CAMIS, on a déjà beaucoup travaillé entre les États et les collectivités locales, mais on peut ensuite aller un petit peu plus loin. Et puis continuer de renforcer cette coopération franco-britannique qui existe déjà bel et bien en matière de sécurité maritime, mais qui demande encore à être renforcée. Donc, pour réfléchir sur ces propositions, nous aurons une réunion le 6 décembre prochain à Londres, qui regroupera donc les signataires de cette déclaration franco-britannique pour essayer de voir comment, au-delà du projet, nous pouvons continuer à travailler ensemble. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie Baé, pour ce panorama des risques qui nous menacent et surtout sur l'indispensable mobilisation des collectivités locales qui ne sont surtout pas étanches, évidemment, aux risques indiqués et sur la nécessaire mobilisation collective qui doit avoir lieu. Je vais tout de suite faire réagir différents acteurs de terrain pour voir quelles initiatives on peut prendre, quelles initiatives ils ont pris. Donc merci beaucoup Sophie de nous avoir éclairés. Et j'invite sans tarder sur les enjeux sécurité Stan Woznicki, chef de la lutte contre la pollution et du sauvetage en mer du Maritime and Coast Guard Agency. Stan, vous êtes le bienvenu. Jean-Christophe Burvin, qui est chef du bureau coordination et relations internationales à la préfecture maritime de la Manche, mer du Nord. Installez-vous où vous voulez. J'invite Stuart Hughes à venir nous rejoindre. Je ne présente plus Stuart Hughes, nous le connaissons. J'invite Véronique Bérégovoy, qui est présidente du syndicat mixte du littoral normand et vice-présidente de la région Haute-Normandie. Et puis Joël Lejeune, qui est le président de Vigipol. Trouvez une place, prenez place les uns et les autres. Bon. Alors, je vais commencer avec vous, Stan Woznicki. On vient, comment dirais-je, de parcourir
le paysage des risques qui est celui de la Manche, j'aimerais avoir votre point de vue sur les actions à mener pour que nous puissions collectivement mieux gérer ces risques et surtout mieux nous y préparer afin, comment dirais-je, de les maîtriser. Quelles sont les préconisations, monsieur, ou les indications que vous souhaitez nous donner? Thank you, Mr. President, and good afternoon, ladies and gentlemen. Interesting, when I got invited here, I was told I wasn't going to speak unless questioned. So I've got a few notes, thank goodness. Before I actually go and answer the question specifically, a slight word of clarification from Sophie's lecture. The SOSREP, interesting man, interesting role. And I think we do need a bit of clarification. He is not a god. And he was presented somewhat godlike there, and he is seen with this enormous responsibility and this enormous authority. It is not across everything. He does have a finite limit to what he can do. The great thing is he can't be gainsaid by the politicians, which is, number one, a good idea. So if they don't agree with what he's saying, they can sack him, but they can't tell him to change his mind. So in that respect, it's a great position, it's a great authority, and it does mean that decisions can be made very quickly, when time is short. But his responsibility does have limits, and he has no responsibility whatsoever for anything on the land. He can't control it. He can't tell people what to do. He has no authority. That is left to the local authorities to achieve that. His roles are purely out at sea, up until sort of the high water mark, and particularly within territorial waters, but out to the edges of the UK pollution control zone, which is 200 miles or the median line. And predominantly his authority sits with controlling the source of pollution. For vessels in this environment and for the English for the Channel, it is a vessel problem to try and any vessel that potentially will pollute either coastline comes under his authority, and he has total authority in those to do what is necessary to stop that happening. And he has a similar mirrored authority for the offshore world, which is not something that affects us predominantly in the Channel, but it does affect us in the North Sea and up in the Irish Sea. And again, his responsibility is to ensure that the source of the problem is made safe. All the pollution response piece sits with the Maritime Coast Guard Agency for the maritime world, and then, of course, for the local authorities when it hits the coastline. So it's quite a fine definition, and it may be a bit semantics, but it's important to recognise that he doesn't have total authority over everything. What do we see, going on to the question, Mr. President, on our side from the Maritime Coast Guard Agency, my team have the role of the National Competent Authority to look after marine pollution and to respond to it. But it happens before then. We've got the prevention piece, we've got the preparedness piece, and we've got the response piece. And we always hope that we won't have to respond. And I was talking earlier on with Ian that I think that's our main aim, is to try and stop it happening. And then to do that, we've had long-standing structures. We've talked a lot about networking, and there's always been a sense here that we're trying to build something that doesn't exist. We've got to remember that many of these structures, the overarching structures, already exist. They certainly exist in UK, and I'm sure they exist, well, they do exist in France, but I'm less well cited on those. So these long-standing structures for prevention, for preparedness and for response exist. They exist at the strategic level, because we're part of the IMO, because we're part of the Bonn Agreement, and from the Bonn Agreement we have the more local organisation with Manche Plan, where we work very closely, minute by minute, between Coast Guard stations with our French counterparts, and then myself with Prémar on a regular basis for the operational and more strategic parts. So that exchange of information, that exchange of ideas, that exchange of prevention measures and preparedness measures exist 24/7 throughout the year.
On top of that, we have EMSA, who also do exactly the same thing. So those structures exist, those communication lines exist, those methods of passing information, you know, gain from clean CNET, going on to save CNET. So all this information exchange happens routinely. It's not new. It's not ideal. It's not perfect. Oui, mais Stan, j'entends bien que beaucoup de progrès ont été faits, j'entends bien que des pratiques utiles ont été mises en œuvre, mais y a-t-il de nouveaux champs de coopération qui peuvent être dégagés pour assurer la sécurité? Par exemple, j'aimerais savoir quelle est votre réaction sur la mise en place ou les coopérations qui peuvent être mises en place pour identifier des ports refuges. Ça, on l'a vu à l'occasion d'un certain nombre d'incidents ou d'accidents. Eh bien, la nécessité de trouver des ports refuges et des coopérations autour de l'organisation de ces ports refuges est un enjeu important mais difficile. Votre regard? It's come to light with Flaminia, of course, and it's down there in sort of page 3 of whatever. Finding a place of refuge is a knotty problem. Nobody wants it, but somebody's got to take it. It's a simple fact of life. The directive is out there from the EU, which requires us to produce vessel traffic management, and it requires us to provide an organisation to assess places of refuge, to assess ships in difficulties, and to find a safe haven. It doesn't say where, it doesn't say how much, it just says we've got to do it. And that exists within UK, it exists within the Manche Plan, it exists within Bonn, and it exists within the EMSA through the European Union. And in fact, there's a meeting Monday and Tuesday of next week through all the member states of the EU talking about just this problem. And that has stemmed from the Flaminia. It is an enormous problem because, and the problem tends to stem from a lack of information. It is difficult sometimes to get the information from the scene to those people who are trying to make an assessment of the problem and what are the risks. And I know Jean-Christophe sees it in a similar way. If we talk about Flaminia as a case study, 750 miles away, fire, explosion, goods, damage, dangerous cargoes, nobody actually knew what the problem was. We had a ship with an indeterminate risk. Was it going to stay afloat? What were the gases? What was the pollution? Was the hull sound? And it took weeks to get that information from the scene, even as it came closer and closer to UK. And eventually, it took nearly 2 weeks to get the place of refuge requested. And then it wasn't a request to one nation, it was a request to UK, it was a request to France, it was a request to Belgium, to Holland, to Germany, and to Ireland. So it was a scattergun approach. Anybody want this problem? And getting the information on which to make a decision is enormously difficult. Flaminia was not as difficult because we had time. It wasn't a crisis. It was a problem. It was a long way out. Nobody's life was in danger at this point, so we could stand back and we could wait. The Napoli was a completely different problem because we had 6 hours to make the decision. And at that point, of course, it was the SOS rep who did a quick chat with everybody, and he said, there, because there was no choice. Flaminia was different, and Flaminia's problems were different. And we had to then go into working out, certainly for UK, and I can only talk for the UK, we went into all the local authorities, we went to all the standing environment groups, which are linked to the various county councils around UK, and asked them for this is the problem, this is the potential risk, what does it mean to you? And they all came back, we put it all together, and then from that information, and it took about 5 days to get it all in, we produced the amalgamated, coordinated risks. And from those risks, and from what we could and couldn't do, we decided on we can put it there, there, or there. And at that point, my team then hands that to the SOS rep to make the decision. Because again, it's a source of the pollution, therefore it's SOS rep's problem. He made a decision, and we had our solution. Now, we were expecting exactly the same process
to be done by France, by Belgium, by Holland and Germany. And it was. The problem we have with the places of refuge process is that nobody is very open about telling you where they've got to in the process. Because there is a fear that if you come up first and say, I've got 5 places, everybody else goes, you're it, because you've spoken first. And there is a fear nationally that if you say you've got somewhere, then everybody's going to take you up on the offer. And that's the barrier we have to get across. Oui. Oui. Stan, je voudrais tout de suite passer la parole à Jean-Christophe Burgevin, qui représente la préfecture maritime, et donc qui est en quelque sorte votre homologue côté français. Naturellement, les organisations sont un peu différentes. Mais comment est-ce que vous répondez, effectivement, monsieur, à la même question, celle de la nécessité de mieux gérer la sécurité, de mieux réduire les risques d'incidents, accidents, pollution. Comment est-ce que vous réagissez aux propos de Stan? Alors, merci. Je dirais que bon, je vais compléter les propos de Stan, puisqu'effectivement, nous avons eu à traiter pas mal d'événements, et je vais justement un petit peu apporter cette vision que j'ai d'une longue expérience de la Manche et de la mer du Nord et des événements qui se sont passés dans cette zone. Donc pour dire que on a une coopération très étroite depuis plus de 45 ans avec les Britanniques. Donc nous nous connaissons bien, nous nous rencontrons déjà plus de 2 fois par an pour des réunions formelles, et puis nous rencontrons pour des événements réels. Parce que la confiance, d'abord, il doit exister entre nous une confiance. Et cette confiance, elle ne se bâtit pas le jour de la crise. Donc il faut qu'elle soit construite avant. Parce que quand vous appelez quelqu'un à 2 heures du matin pour lui signaler qu'on a un navire en très mauvaise situation, il faut qu'il comprenne, il sache qui vous êtes et qu'il ait confiance en vous. Et donc cette coopération, elle existe depuis donc un certain nombre d'années, et je vais dire que nous avons traité beaucoup d'événements qui se sont donc très bien passés en étroite coopération, c'est-à-dire des gros événements comme le naufrage du Yevoli Sun en 2000, comme le naufrage de Lecce en 2006, comme le naufrage du Tricolore en 2003. Excusez-moi, je suis pas dans un ordre chronologique. On a même fait une très belle opération port-refuge dont on n'a jamais parlé parce que finalement on l'a tellement bien traité que ça n'a pas fait de bruit. C'était en 1995, c'était avec un super tanker de 350 000 tonnes qui était chargé, qui s'appelait le Mimosa, et pour lesquels nous avons conduit ensemble des équipes d'évaluation pour savoir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait l'amener au Havre ou pas, ou est-ce qu'il pouvait traverser la Manche? Et finalement, on a décidé de le laisser d'un commun accord, britannique et français, de prendre cette décision. Donc, si vous voulez, donc on a des relations étroites, et ça, c'est notre force. Oui, mais si je vous entends, vous dites, bon voilà, on travaille bien ensemble, on se connaît, on a la relation de confiance, on a une histoire, donc je peux dire, ben voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de la sécurité maritime possible. Je voudrais savoir sur quels enjeux nous pouvons travailler davantage ensemble, mieux, comment dirais-je, réfléchir à la sécurité. Par exemple, on voit bien que les usages du domaine maritime sont en train de changer extrêmement rapidement. On parlait ce matin des projets éoliens, qui prennent des dimensions industrielles extrêmement fortes, qui vont habiter cet espace déjà surpeuplé. Par exemple, sur ces enjeux de conciliation entre des outils industriels et les nécessités de la navigation internationale, est-ce qu'il n'y a pas des champs nouveaux de coopération, de réflexion, d'études? Alors, disons qu'il y a des champs de coopération dans certains domaines. Il y en a d'autres pour lesquels on reste dans un domaine, je dirais, plus national, parce que actuellement, par exemple, nos champs d'éoliennes, nous les installons dans la mer territoriale, donc c'est davantage un problème français. Mais cela dit, nous les analysons donc avec justement toute cette vision de la sécurité maritime. Donc c'est toujours dans des endroits que l'on qualifie de moindres contraintes, c'est-à-dire des endroits où les enjeux
de sécurité maritime, les enjeux de pêche, les enjeux d'accès aux grands ports sont moindres. Il est évident qu'on ne va pas mettre un champ d'éoliennes devant l'accès du port du Havre, par exemple. Donc on met ça dans des endroits donc de moindres contraintes. Donc cette dimension sécurité maritime est prise. Après, dans des domaines communs, puisque vous le savez, on pourra éventuellement maintenant construire des éoliennes en dehors de la mer territoriale. On a pris cet été, enfin le gouvernement a pris un décret donc qui permettra d'implanter des éoliennes en dehors de la mer territoriale dans notre zone économique. Donc effectivement, là, on aura une approche qui sera déjà beaucoup plus partagée, puisque là, il faudra voir au-delà de notre mer territoriale. Autrement, donc, nous travaillons aussi en commun sur justement ces risques futurs. Donc, actuellement, nous n'avons pas de champ d'éoliennes encore installé, mais nous travaillons déjà avec nos amis britanniques chez eux pour réaliser des exercices. Donc, nous avons participé à un exercice l'année dernière, en 2012, qui s'appelait Cardex 2012, sur lequel nous avons travaillé sur la thématique du sauvetage dans un champ d'éoliennes. Comment, prendre en charge un navire qui est en avarie dans cette zone-là, comment secourir les personnes. Donc nous travaillons sur ça. Nous travaillons également donc sur l'anticipation, sur les nouveaux moyens gigantesques dont nous parlait Sophie Bay. Bon voilà comment donc dès l'année dernière, par exemple la préfecture maritime d'Atlantique a organisé des exercices de remorquage avec le Marco Polo pour voir un peu comment on pouvait prendre en charge ces navires énormes. Et on intègre ça aussi dans les moyens nouveaux qu'on construit. Si vous voulez, quand on a fait l'appel d'offres pour avoir les nouveaux moyens de remorquage qui sont arrivés en 2005, donc les abeilles Bourbon et les abeilles Liberté, on a intégré également la problématique des grands navires à passagers, et donc une capacité de recueil de passagers dans ces remorqueurs, plus une capacité d'intervention plus rapide. L'enjeu essentiel pour vous aujourd'hui, c'est la prévention. La prévention est effectivement je veux dire, c'est indispensable. Il faut donc anticiper, donc il faut prévenir. Il faut prévenir par un certain nombre de règles. Ensuite, il faut planifier. Il faut planifier nos actions. On a un dispositif Orsec, l'organisation de la réponse de la sécurité civile en France, qui est adapté, dont on a un volet maritime, et puis après il y a une planification avec nos amis britanniques, nos partenaires, dans le cadre du Manche-Plan. Donc c'est une planification aussi de nos réponses d'urgence. Oui. Stan disait tout à l'heure, il y a deux domaines bien distincts. Il y a le domaine maritime et puis il y a le domaine terrestre. Évidemment, ils sont imbriqués et ils interagissent l'un avec l'autre. Vous, quel regard portez-vous en tant que représentant de la préfecture maritime sur les comportements, les actions et réactions des collectivités qui peuvent être concernées par un événement accidentel? Alors je dirais que fort heureusement, nous n'avons pas eu de gros événements de pollution dans la zone Manche-Mer du Nord depuis un certain temps. Donc, mais Sophie disait. Mais cela dit, ça peut arriver. Voilà. Donc il faut effectivement anticiper, organiser cette réponse parce que on se rend compte. Mais là, je pars sous le. Je préférerais que ce soit Sophie Bay qui s'exprime là-dessus, mais effectivement, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui spontanément vont vouloir venir aider, qu'il va falloir que les collectivités encadrent parce que la bonne volonté, ça suffit pas. Il faut pouvoir encadrer ce type d'intervention, notamment. Je ferai réagir Joël Lejeune sur cette question-là dans un instant. D'abord, je voudrais passer la parole à Stuart Hughes. Stuart Hughes, quel souvenir est-ce que vous gardez, monsieur, du Napoli? Well, first of all, can I say that when the MSC Napoli arrived on our shores in January 2007, she was certainly not a welcome guest. The incident actually made us look again at the risks and liabilities that shipping incidents create. For example, the impact on not only the short term, but the local economy, the environment damage. And for us in local government, we have a responsibility for the health and well-being and prosperity of communities. So shipping incidents actually challenge all of these. And like it or not, we in local government are going to press for change so we can protect communities better.
We're going to press for ships to be safer. We will also press for better or even complete compensation when negligent operator pull out on our shores, pollute our shores. And we also do our part by improving levels of expertise and readiness by training and planning. Now, our LGA report on shipping, and I'm not going to go right through that, but there it is, 100 pages of it. The Camis study on the same, and of course the cross-channel declaration set the way forward. And Sophie mentioned the meeting in London on the 6th of December. Well, the day before that, the 5th of December, the LGA Special Interest Group are going to hopefully agree to the position statement, and there are 4 key areas of that that I shall give you now. First is one, compensation, cost recovery and communication, mechanisms for local authorities during and following a marine incident. Secondly, the clarification of local authorities' powers and duties, with particular reference to how those powers and duties relate to different tiers of local government. Also, thirdly, the position of local government and the UK in respect of international conventions and legislations relevant to the shipping industry. And fourthly, the opportunity for local government to influence and, where appropriate, amend the national contingency plan. So there you have it, sir. In a nutshell, they are the 4 things that the LGA, the Special Interest Group, are going to have put to them at our meeting on the 5th of December, and I do hope that we take those forward. I do believe also that this being the last meeting of Camis and the strategy and the document, I just hope that it's not going to be something that's going to be put on the shelf to gather dust. I do hope it's going to be a live document so we can keep revisiting it, because I do believe that we've come a long way on this, but this is just the beginning. There's much further to go. Oui. Thank you. Oui. Stuart Hughes, je continue avec vous. Si nous nous retrouvons dans 5 ans, ici même, quelles sont les évolutions que vous aimeriez voir, que vous aimeriez constater dans 5 ans, concernant évidemment la prise en compte des intérêts des collectivités locales en cas d'incident ou d'accident? Qu'aimeriez-vous nous dire dans 5 ans sur cet enjeu mobilisation, prise en compte des intérêts des collectivités dans 5 ans? Well, I think it would be very interesting to actually meet together again to see how far we have come. As I say, we have worked together well, and I just hope that work's going to continue. And if that work continues, I think it bodes well for safer shipping and much better for our local communities. Comment réagissez-vous, Véronique Bérégovoy, à ce qui vient d'être dit? Parce qu'on voit évidemment la nécessité d'une action à l'échelle des États, évidemment, pour garantir la sécurité dans la Manche et traiter les incidents. On voit la nécessité aussi de mobiliser l'ensemble des riverains qui peuvent être concernés et les préparer pour cela. On voit la nécessité de mettre en place des politiques de prévention pour que tout le monde soit en alerte et pour réduire ainsi les risques. Et donc, quel est votre regard sur ces enjeux-là, vous qui êtes vice-présidente de la région Haute-Normandie? Oui, alors je vous remercie de votre invitation, mais en tant que vice-président de la région Haute-Normandie, mais aussi en tant que président du syndicat mixte du littoral. Donc, si vous me le permettez, je voudrais juste rappeler quand même, comment dirais-je, le rôle du syndicat mixte du littoral, puisque là, on n'a pas, en effet, plus abordé que ça les problèmes d'environnement, de biodiversité. Donc, on voit bien là l'enjeu aussi par rapport au trafic de la Manche, qui est intense. On vient de le rappeler, d'ailleurs. Madame faisait justement allusion sur un petit peu le côté
bon, on se cache un peu la face, hein, on fait des navires de plus en plus gros et puis ma foi, adviendra ce qu'il adviendra. Mais écoutez, nous, en tout cas, qui achetons des terrains de grande richesse, qui sont fragiles tout au long du littoral, c'est évidemment pour pas qu'ils soient du jour au lendemain souillés. On fait pas tout ça pour rien quand même. Hein. On fait tout ça pour protéger nos territoires, nos littoraux qui sont extrêmement riches, extrêmement beaux. Donc pour ce qui concerne la Normandie, plutôt la basse et la haute Normandie, donc évidemment nos dunes, nos falaises, nos marais, nos estuaires, qui sont essentiels à la beauté toute naturelle, mais aussi à nos écosystèmes, à notre survie. Donc on voit bien l'enjeu. Et évidemment, nous souhaitions nous impliquer quant à la prise en compte justement de pollution qui pourrait y avoir lieu. Donc là, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits par le CAMIS qui sont évidemment très précieux et qui vont dans le bon sens sur la prévention, sur l'anticipation, sur l'action aussi, puisque une fois que la pollution est là, il faut agir. Et justement, c'est agir, mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi. Je crois que ça a été dit. Il suffit pas une fois qu'on a constaté une pollution. Alors, je ferai la part des choses évidemment entre ce qu'on appelle les grosses pollutions, là où l'État évidemment est responsable avec tout un plan d'action extrêmement précis, mais où le rôle de chacun est important, parce qu'on a besoin de tous les intermédiaires, mais aussi les pollutions plus minimes auxquelles on doit être confronté, et les collectivités et le littoral aussi que nous protégeons doit faire face. Et c'est vrai que par rapport à ça, oui, il suffit pas de bonne volonté. C'est pas parce que ah ben tiens, j'ai envie de donner un coup de main. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et justement, nous, l'idée, qu'on a mis en place donc en 2008, c'est de construire ce réseau des pollutions marines et du littoral pour justement permettre à des gens qui s'y connaissent de faire un suivi. De faire un suivi justement sur ce qui se passe, donc avec des missions assez précises qui associent justement les collectivités et peut-être puis-je développer, à moins que je continue dans ce sens-là. Donc, en effet, l'idée de ce réseau, il y a 3 missions principales. Donc, c'est bien évidemment une surveillance et une vigilance du littoral. S'il y a pollution, une prise en compte, une évaluation la plus rapide possible de quel type de pollution nous avons à faire. Et puis, bien évidemment, rôle de soutien auprès des collectivités pour savoir comment faire. Donc ça, c'est quand même assez essentiel. Et donc, on a un partenariat entre le syndicat mixte du littoral, le conservateur du littoral et les collectivités sur lequel on travaille avec une charte qui reprend justement ces missions principales pour très concrètement, je dirais, être en position de surveillance, mais aussi d'action quand malheureusement une pollution se produit. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est-à-dire que on fonctionne aussi avec les partenaires, les gardes du littoral, les agents communaux, et avec la mise en place de binômes, donc de quelqu'un qui s'y connaît en patrimoine naturel, donc qui est en capacité d'analyser, par exemple, s'il y a une pollution, il faut d'abord intervenir là, parce que là, nous avons effectivement un milieu extrêmement riche, mais il ne faut pas intervenir n'importe comment. Donc là, on voit bien toute la prise en compte, évidemment, de la problématique comment dirais-je, de la biodiversité. On ne fait pas la même chose dans tel ou tel endroit ou sur tel ou tel, évidemment, sol. Et puis aussi accompagné d'un, comment dirais-je, d'un référent technique où là, on a le suivi, là aussi, en moyens matériels, humains, en relation avec les collectivités. Voilà, de manière très, très synthétique, en effet, le réseau qui s'est mis en place. Est-ce que ce réseau-là pourrait avoir un sens à l'échelle, comment dirais-je, de la Manche et des coopérations Grande-Bretagne-France? Tout à fait, parce que en fait là, alors aujourd'hui, presque toutes les collectivités concernées de la Basse-Normandie ont signé la charte. En Haute-Normandie, c'est encore en cours, et on voit bien qu'il y a un effet. Il y a un effet aussi, vous avez beaucoup cité les collectivités, parce que bon, quand il y a une pollution, la collectivité, le maire d'une grande ville, de petite ville, quand il se retrouve dans cette situation-là, c'est effectivement extrêmement difficile, on ne sait pas par quoi commencer. Et là, déjà, cette forme de réseau
montre un soutien, c'est-à-dire que par exemple le maire d'une commune, il n'a pas l'impression non plus de se sentir un peu seul quand il y a une catastrophe qui arrive, quoi, parce que même s'il y a tout un vous l'avez rappelé, tout un, évidemment un réseau d'intervention extrêmement important, mais il y a quand même ce sentiment, voilà, moi je fais quoi, et donc il y a quand même ce soutien qui est important, et je pense que ce soutien, eh bien, qu'il soit de notre côté, de notre côte française ou évidemment de la côte anglaise, il est aussi important, il est riche, il mutualise, ce sont des échanges. Ce sont aussi des formations du personnel. Donc plus vous avez quand même de gens qui sont en capacité justement d'agir et de réagir plutôt et d'agir par rapport à ça, eh bien je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Et c'est vrai que le projet Camis peut permettre justement de donner un élan supplémentaire pour développer ce genre de réseau. En tout cas, nous, on s'y emploie, donc continuer à le développer au niveau aussi de toute la côte française, mais bien évidemment avec nos collègues britanniques, puisque nous avons pas mal de problématiques en commun, on va dire. Vous avez déjà des contacts établis avec vos collègues britanniques ou chacun est actuellement dans son domaine? Non, il y a déjà des contacts. Il y a déjà des contacts établis sur le suivi. Il y a aussi au niveau du Conservatoire du littoral des contacts établis par des projets communs au niveau scientifique, au niveau recherche. Donc il y a des liens, il y a un existant évidemment. Il y a beaucoup d'échanges entre les deux pays et ils ne demandent qu'à continuer à se développer, bien évidemment, dans l'intérêt général. Je voudrais revenir vers vous, Jean-Christophe Burvin, et vers vous, Stan Woznicki. Je voudrais vous poser à tous les deux la même question. Bon, on a vu, lorsqu'il y a un accident, il y a évidemment les transferts d'informations que j'appelle techniques, nécessaires à une prise en charge efficace de l'événement, qui se fait bien entre la France et la Grande-Bretagne. Et vous nous avez rappelé que depuis des années, vous vous connaissez, il y a des procédures, il y a des savoirs qui vous permettent d'agir. Mais en dehors de ce champ-là, du traitement de l'incident et de l'accident, est-ce que vous estimez que sur les autres champs, sur les autres conséquences possibles pour les collectivités ou sur les autres champs d'action comme la prévention, est-ce que l'action peut être combinée, Angleterre, France, ou est-ce que chacun, à ce moment-là, retrouve son territoire et agit de façon isolée, à sa façon, sur son propre territoire? Stan. I don't think there's a simple answer. I think at the moment, each nation does its own thing. And certainly from our side, we do our liaison, certainly at my level, we do liaison with Primar, and then we expect that Primar will then devolve that down to whatever local authorities or the local reactions. We wouldn't dream of directing any of that, and of course we couldn't. The point that was raised over here about, do local authorities talk to each other? They probably don't as much as we might. I think, something this forum has raised is that, the local authorities on either side of the channel may benefit from talking to each other, maybe not in grand plenary, but, point to point. Certainly from our side, you look after Hobotan. In UK, we have, each of the counties have this standing environment group, and they have access to all the specialist environment, public health, marine management, fisheries, etc. They have that expertise on call. They're virtual groups until somebody pulls the trigger, and then those groups then coalesce and look after their part of the world. Now, it'd be difficult to mirror because Hobotan is certainly there are two SEGs which work opposite on the other side of the coastline, but those are focal points of activity. There's a chairman, permanent standing chairman for all of these groups, and so they are the point of contact. And so instead of having this many people talking to many people, you have a single point of contact, from the French region into the chair of the standing environment groups. And then from that, there may be the beginnings of that point-to-point routine coordination, the preparedness, the just in case, perhaps. Oui. Jean-Christophe.
Donc, Jean-Christophe, sur la même question. oui, je dirais qu'effectivement, bon, déjà, dès lors que ça atteint le rivage, ce n'est plus le préfet maritime, donc c'est le préfet de département ou éventuellement la commune si c'est une petite pollution locale. Donc effectivement, là, c'est chaque État qui va traiter. Éventuellement, nous, on pourra apporter si on est questionné sur quelque chose de particulier, je pense à une pollution qui est arrivée en 1997 qui était de l'huile de palmiste à la suite d'une collision en Manche. Donc cette pollution en fait s'est déplacée et a atteint les côtes de Guernesey, elle a atteint les côtes de, je crois, du Devon, et puis elle a atteint finalement les côtes du Cotentin également. Donc là, on a échangé entre points de contact, comme le disait Stan, c'est-à-dire qu'on est passé par l'intermédiaire de la MCA pour donner à nos partenaires britanniques qui l'ont relayé vis-à-vis des autorités locales les informations sur les produits qui étaient échoués. Joël Lejeune, je rappelle que vous êtes président de Vigipol. On a entendu tout à l'heure Sophie Baé. On vient d'entendre le témoignage de différents acteurs. Si on se met du point de vue des collectivités, des collectivités, à la lumière de ce que vous savez, de ce que vous avez entendu, quelles sont aujourd'hui les nécessités, les recommandations que vous pouvez formuler à leur rencontre, de manière à ce qu'elles soient mieux préparées, mieux organisées, plus réactives, et bien pour se défendre et faire face aux événements surtout. Alors, notre syndicat mixte, Vigipol, qui rassemble donc toutes les communes de la côte nord de la Bretagne, ainsi que les départements et la région Bretagne, a une longue histoire, en fait. Et nous sommes nés, en fait, de la grande pollution de l'Amococadis en 1978. Et à l'époque, après nous être tournés vers l'État français par révolte, un petit peu par atavisme, nous avons attaqué, et c'était une démarche extrêmement originale, le responsable de la pollution, c'est-à-dire la compagnie Amoco, à Chicago, au tribunal de Chicago. Et nous avons mis 20 ans à gagner contre cette grande compagnie américaine. Nous avons obtenu des dommages et intérêts, et je crois que cette démarche a montré comment des collectivités locales, en s'unissant, pouvaient effectivement donc faire progresser, d'abord obtenir réparation, et faire progresser donc le droit maritime. C'est à la suite de cette action qu'a été construit, par exemple, mis en place le rail de la Manche et d'autres progrès également du droit maritime international. Bref, les collectivités donc locales ont réagi là face à une pollution pour obtenir réparation. Lorsque tout ceci a été terminé, au bout de 20 ans, eh bien, nous nous sommes dit, est-ce que nous arrêtons ce syndicat? Il a rempli sa mission. Ou est-ce que nous pensons qu'il y a encore quelque chose à faire? Et effectivement, donc, nous avons pensé qu'il y avait beaucoup à faire. D'abord, donc, toujours pour lutter contre les pollueurs. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait donc des naufrages nombreux chaque année, de plus ou moins grande importance, mais quand même. Et notre syndicat, qui finalement défend la zone la plus touchée par toutes les pollutions depuis une quarantaine d'années, se porte partie civile systématiquement dans toute pollution, qu'elle soit accidentelle ou volontaire. C'est-à-dire que nous attaquons également tous les rejets illicites en mer. Et nous gagnons souvent. Et nous avons été partie civile dans les RICA, qui ne nous touchaient pas directement, mais nous avons gagné également dans ce procès. Et je pense que là-dessus, nous devons rester vigilants parce que les progrès de la jurisprudence ne sont pas acquis définitivement. On l'a vu très récemment avec le procès du Prestige, où finalement les responsables ont été acquittés. Il y a juste donc le capitaine qui a eu une petite, disons, peine qu'il ne pourra pas accomplir parce qu'il est trop âgé. Bref, ça veut dire que... alors nous allons voir si nous allons faire appel dans cette affaire, puisque nous sommes là aussi partie civile. Mais il y a donc à rester vigilant. On l'a vu aussi récemment dans le rejet illicite du Tiang Dufeng, un bateau chinois ultramoderne, qui s'est défendu au tribunal de Brest en disant « Nous ne pouvons pas avoir pollué dans cette zone. Vous pensez bien, nous ne sommes pas assez fous pour polluer dans une zone aussi surveillée. » Et il a gagné au tribunal. Et donc nous avons fait appel et nous allons donc bien sûr
continuer à être vigilants. Donc ça, c'est le premier point. Je crois que toujours lutter contre les pollutions et se porter partie civile, parce que je crois que le fait d'obtenir réparation, en quelque sorte, peut amener des progrès de la part donc des armateurs ou de ceux qui possèdent les cargaisons. Premier point. Ceci dit, effectivement, en amont, nous essayons de travailler. D'abord en préparant les collectivités. Et là, en liaison donc avec l'État français, au-delà des plans Orsec, Polmar, qui sont décidés par les préfets, puisque donc en France, donc c'est le préfet du département qui décide de la gravité d'une pollution qui peut nous arriver. S'il décide que c'est une pollution très grave, il prend en charge donc la gestion de la pollution. Mais néanmoins, les collectivités locales, et en particulier les maires, du fait de leur pouvoir de police, ont à gérer la sécurité des personnes, la sécurité des biens, la gestion des bénévoles, enfin énormément donc de sujets, de questions qui se posent au moment des pollutions. Ceci dit, lorsqu'il y a des pollutions moins graves, eh bien, ce sont les collectivités locales qui restent en première ligne, même si elles peuvent bénéficier du support de l'État. Est-ce qu'elles sont outillées? Alors, chez nous, nous essayons justement, et c'est une des missions de notre syndicat Vigipol aujourd'hui, d'outiller donc ces collectivités que nous regroupons par secteur géographique pertinent et sur lesquelles nous préparons ce que nous appelons les plans infra-Polmar, qui définissent précisément tous les risques associés à la côte de ce secteur, puisque ces côtes sont extrêmement variées. Nous avons des falaises, nous avons des plages, nous avons des bancs de galets, nous avons vraiment des zones très très différentes qui sont plus ou moins vulnérables. Nous les étudions en détail, nous voyons comment on peut y accéder en cas de pollution. Et puis nous recherchons tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour réparer donc les dégâts de cette pollution. Nous prenons également en compte un aspect que nous estimons très important par expérience. Nous préparons le contentieux dès le premier jour pour nous porter donc partie civile le moment venu et exiger réparation. Donc c'est une mission qui est aujourd'hui essentielle et que nous faisons progresser chez tous nos adhérents de la côte nord de la Bretagne. Oui. Quand on parle pollution, très souvent on pense au pétrole. On passe au pétrole. Est-ce que les autres formes de pollution, par exemple les pertes de conteneurs, qui se multiplient, et on voit bien quand il y a un gros temps et que un super conteneur est un peu chahuté, eh bien, ce sont parfois des dizaines et des dizaines de boîtes qui se retrouvent sans qu'on sache ce qu'elles contiennent sur l'espace maritime et très rapidement sur les côtes. Est-ce qu'on sous-estime pas ces risques-là et est-ce qu'on s'y prépare, monsieur ? Alors, je crois qu'on essaie de ne pas les sous-estimer. On en prend bien conscience de plus en plus aujourd'hui. Alors, nous avons constitué donc au sein de notre syndicat un groupe d'experts formés d'anciens capitaines de la marine marchande, des officiers de la marine nationale, des gens également des affaires maritimes, qui sont soit élus sur notre côte, soit intéressés par le sujet. Et ce groupe d'experts a travaillé depuis 1 an. Le résultat de leur travail, eh bien, nous avons pensé qu'il serait bon de le faire partager à la Commission européenne et par l'intermédiaire d'un ancien vice-président de notre syndicat, Alain Cadec, qui est député européen, d'une autre députée européenne aussi, Isabelle Thomas, ancienne vice-présidente également de Vigipol. Nous allons bientôt rencontrer donc à Bruxelles la Commission pour exposer donc effectivement l'état de nos réflexions sur ce sujet, voir les propositions que l'on pourrait faire. Je crois qu'on a dit tout à l'heure que l'Europe n'était pas forcément tournée suffisamment vers le maritime. Nous comptons donc effectivement faire valoir les problèmes qui nous concernent directement pour qu'elles les prennent mieux en compte. Vous pensez que les collectivités rassemblées peuvent faire évoluer la réglementation en vigueur ? Nous nous y attelons de toute façon. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel nous travaillons toujours. C'est une des missions aussi de Vigipol, la prévention. Donc c'est du lobbying auprès de la Commission européenne. C'est aussi le fait de se tenir parfaitement au courant du droit maritime international. C'est le fait de voir donc dans tous les domaines, il y a donc les risques liés aux bateaux eux-mêmes et à leur cargaison et à leur taille, on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi, pour rejoindre la préoccupation de Madame Bérégovoy, les questions de l'atteinte à l'environnement. Comment peut-on évaluer, lorsqu'il s'est passé une catastrophe, les dommages
qui ont été causés à une zone, à l'environnement protégé. Et je crois qu'il faut le faire pour pouvoir, par rapport aux responsables, eh bien, exiger réparation. Et exiger réparation, quelquefois c'est impossible lorsque les oiseaux marins sont morts, sur le plan directement donc de la nature et de l'environnement. Par contre, sur le plan financier, il y a toujours quelque chose à faire. Et nous travaillons donc là-dessus. C'était aussi le sujet d'autres projets européens auxquels nous avons collaboré. Arcopole. Est-ce que vous travaillez avec les représentants des collectivités anglaises et là, on est dans une démarche CAMIS, une démarche de coopération, une démarche de partage, une démarche d'initiative et de proposition. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, monsieur? Et si oui, pourquoi faire? Alors, bien sûr, nous sommes intéressés. Vous avez vu l'engagement de Sophie tout à l'heure donc dans ce projet. Nous sommes partie prenante du projet CAMIS. On a vu tout à l'heure donc il y allait avoir donc dans quelques semaines une réunion donc à Londres pour justement définir ensemble les façons de travailler. Je crois que CAMIS a permis déjà de tisser tout ce réseau de relations personnelles, comme vous le disiez tout à l'heure, de façon à ce que, en cas donc de problème, nous sachions eh bien communiquer ensemble, partager donc les expériences, avoir également des conseils si besoin. Et donc nous comptons donc sur cette réunion de Londres donc pour voir les modalités de la suite. L'entrevue avec la Commission européenne, nous allons la mener également avec la participation donc d'experts britanniques, allemands, belges également. Donc nous sensibilisons d'autres acteurs européens et je dirais qu'au niveau national, enfin, des syndicats sur le type de Vigipol, puisque nous avons été un petit peu les précurseurs en matière de défense des intérêts des collectivités locales. Nous soutenons donc les syndicats du même type. Je pense à celui de la côte d'Opale, par exemple, celui du Pays Landais ou un autre syndicat également en Corse, avec lequel nous allons organiser bientôt donc un colloque l'été prochain. Donc je pense qu'il est très important, effectivement, pour nous de garder ce tissu de relations au niveau national et au niveau international. Nous avions été aussi sollicités dans d'autres cas. Nous sommes allés en Alaska pour l'Exxon Valdez. Enfin, à chaque fois, nous proposons notre expertise où on vient nous chercher et nous sommes prêts donc effectivement à travailler avec les autres victimes des pollutions lorsque c'est nécessaire. Qui souhaite intervenir, poser question, réagir? Monsieur. Oui, dans la suite des échanges, des interventions sur les containers, Gilles Daborel, Brest Métropole Océane, Brest qui abrite l'abeille Bourbon, donc on a des gros moyens, ils sont aussi à Cherbourg. Les porte-containers, on a parlé d'un exercice sur un bateau de 16 000 EVP. Aujourd'hui, les dernières entrées en service font 18 400. Et j'ai vu à Quai Farman dans le Marin qu'on parlait de 22 000 EVP dans les questions à venir. J'avais un peu deux questions. L'une pour le représentant de la préfecture. Quel c'est le retour d'exercice finalement d'expérience du sauvetage, de l'exercice sur le gros porte-container géant au départ de Brest? Et l'autre pour le Maritime and Coast Guard Agency. Vu cette évolution, est-ce qu'il y a un espoir de voir un jour de l'autre côté de la Manche revenir des moyens plus importants en matière de remorquage? Merci. Jean-Christophe Burgeois. Oui, merci. Donc, bon, on a fait cet exercice avec le Marco Polo, enfin la préfecture maritime de l'Atlantique a fait cet exercice. Donc, on a pu mesurer un petit peu les conditions dans lesquelles on pouvait faire un remorquage. Disons sur un navire simplement en avarie, donc de panne de moteur. On peut imaginer une opération, et donc ça nous a amené aussi à voir aussi, parce que ces navires en fait ont une prise au vent considérable. Vous avez vu la taille de ces navires par rapport aux autres navires. Ce sont des géants, effectivement, donc ce sont des voiles sur l'océan. Et donc, dès lors que les conditions météorologiques s'avèrent plus difficiles, plus contraignantes, donc l'option est celle qu'on avait retenue en fait pour le Napoli, c'est de mettre deux moyens. C'est-à-dire de mettre un premier moyen qui va essayer de stabiliser, et puis on fait arriver l'autre moyen, puisque vous savez que donc on en a un à Brest, un autre à Cherbourg, et on fait arriver l'autre moyen, et après on fait un remorquage avec deux navires.
parce que d'abord les structures ne sont pas nécessairement extrêmement résistantes sur ces navires. On a pu le voir avec le Napoli, il y a eu des parties du navire à l'avant qui ont souffert. Un autre axe c'est une démarche aussi pour obtenir sur ces navires les mêmes équipements de sécurité que sur les navires pétroliers, c'est-à-dire tout un tas d'équipements pour pouvoir les prendre en remorque rapidement. Parce que ce qui a été installé sur les pétroliers à la suite d'un certain nombre d'accidents n'avait pas encore été adapté sur les porte-conteneurs. Donc il faut essayer d'obtenir ces modifications, mais ça, donc tout ça, ça passe aussi par un cheminement international. Donc on porte des dossiers au niveau international de façon à améliorer la structure des navires. Stan, est-ce que vous comptez renforcer vos moyens de remorquage? Well, looking at all the smiles from the audience, I think everybody knows the answer. There is Yes. no intention of reinstigating the emergency towing vessel network that we had before end of October 2011. There is no perceived need. They looked at it for whatever reasons. Money comes into it, of course it does, but in all honesty, it was constantly reviewed, and there is no perceived need. Now, looking at history, the last 2 years, there have been, I say 19, it was 18 till last week, but it's 19 incidents requiring towage in the Channel area. Every single one was met on time by the appropriate tug, three or four from France, 3 from Zeebrugge, and the rest out of UK-based tugs. No pollution happened because nobody got a tow. And if you think that we're talking about 400 vessels per day, perhaps transiting the Channel east and west, and we've had 19 incidents requiring towage in the last 2 years, the need for an ETV is not made. The fact that France did this amazing exercise with a huge vessel, but it was staged. The ETV was in the right place because it was an exercise. In the real world, you just know that the casualty vessel is going to be nowhere near the tugboat. And it will depend entirely on where that casualty is in reference to the land, in reference to territorial seas, in reference to a problem area. If it's Flaminia, it's 750 miles to the west-southwest. And in 4 days, they had 2 tugs, and in 6 days, they had 3 tugs. Ranging from 280 tons bollard pull down to 189. And the vessel was serviced for the next 8 weeks with towage. So it's not a problem. I mean, the commercial industry is servicing the need. There's no two ways about it. There will be the occasional act of God that nobody can predict in the wrong place at the wrong time, in the wrong weather. And the boat you need to do the job is at the other end of the channel. You can't account for that. So that's the UK stance. We think there's enough from the commercial world. We've not been disappointed so far. And so the position stands. Oui. Moi, je suis très déçu. Je suis très, très déçu. Parce que j'imaginais que les abeilles anglaises étaient vigoureuses. Qui veut intervenir? Jan Schippers. At the risk of being accused of droning on, I always find in Europe sessions on maritime safety extremely interesting. We talk about compensation, actions after the event, and in fact the conferences always are about failures in maritime safety and about failures in good maritime practice. But we actually don't do much to address that in Europe. And the point I would make is that no mariner ever sets off from home with the intention of having a collision or grounding. 60% of ships plying purely within European waters are actually over 20 years old. And when offered a ship scrap or suggested ship scrappage scheme, the European Commission was set completely against it.
The reality is the international aviation authorities would never let the number of accidents that happen or do nothing about it. But the IMO takes technology. There are dinosaurs when it comes to technology. We could improve maritime safety almost overnight if we introduced new technologies. There's no doubt about it. And that's where the European Commission and we should all be pitching to stop the accidents happening, to improve the capability of the vessels, and not be absolutely focused on cleaning up after the accidents have occurred. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur. Oui, je voulais apporter une petite touche positive, puisque en ce qui concerne le... Quel est votre nom, monsieur? Pardon, Vincent Herbert de l'Université du Littoral et accessoirement membre du GIS Campus de la Mer sur Boulogne-sur-Mer. Je note avec intérêt ce qui se passe dans notre région, c'est-à-dire la création d'un groupe transfrontalier de pompiers issus du SDIS et qui travaillent en concertation avec les pompiers du Kent, de Belgique et à ma connaissance des Pays-Bas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que je vois, c'est que c'est à l'initiative des collectivités locales, en l'occurrence le département, que se crée une interrelation entre la terre, puisque c'est aussi une question, et la mer, avec l'intervention de ces sapeurs-pompiers sur les navires, notamment en cas d'incendie. La question étant justement de limiter l'incendie à bord pour éviter la diffusion et un éventuel accident ou autre effet domino qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est juste une petite intervention concernant ce côté très intéressant que je trouve entre cette interrelation entre collectivités locales et, en l'occurrence, une grande partie de la Manche. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Quelqu'un souhaite-t-il encore prendre la parole? Monsieur? Oui, Dominique Godefroy, Frémer. Une question pour Vigipol. Est-ce que Vigipol s'occupe des pollutions telluriques? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes partie civile lorsqu'il y a une contamination venant de la Terre et qui cause des problèmes sur le littoral? Nous n'intervenons que pour les pollutions d'origine pélagique, pas des pollutions qui proviennent de la terre. Nous en connaissons aussi quelques-unes, mais nous intervenons autrement. Mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est que nous fassions une courte pause de 10 minutes. Mais d'abord, nous remercions Stan, Jean-Christophe, Stuart, Véronique et Joël. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans 10 minutes.